Merci à tous, merci à la Maison de l'écologie de m'accueillir, d'accueillir l'événement du cycle effondré organisé par Jonathan. Merci à vous de bien vouloir venir écouter les propositions que je vais faire pour penser le deuxième temps, c'est ce que tu évoquais, le deuxième temps de la réflexion autour de l'effondrement, après l'accueil du message sur l'effondrement, ou en tout cas le risque écologique d'une façon générale. Il faut effectivement engager un deuxième niveau de réflexion, c'est ce que je vais entamer ce soir, proposer de faire ensemble. Je le précise systématiquement, il ne s'agira que de mes interprétations et ma compréhension des grands processus. Je ne me parle qu'en mon nom là ce soir. Je ne vais pas non plus considérer que ce que je vais dire est une forme de démonstration ou de choses acquises. Donc tout est ouvert au débat. J'utiliserai le terme écologie dans son sens étymologique, c'est-à-dire l'étude des interactions entre une espèce et son milieu. Je ne vais pas utiliser le terme écologie comme signifiant protection de l'environnement. Donc soyez vigilants à ça. Quand je dirais écologie, ça voudra dire juste la science qui étudie les interactions entre une espèce et son milieu. Et ce soir, à la demande de Jonathan, on s'était concerté il y a quelques mois maintenant, on a choisi de discuter des récits. Et j'ai proposé à Jonathan de voir un petit peu quel était le rôle historique sur le temps long des récits en lien avec la question écologique, donc justement des liens, des interactions entre l'espèce humaine et son milieu. Alors ça risque d'être un peu dense, je m'en excuse par avance, mais il y a vraiment des choses importantes à amener dans le débat, justement pour une partie de ta réflexion, de la réflexion que tu soulignais tout à l'heure, c'est qu'il y a des mouvements qui se créent quasiment de zéro aujourd'hui, et il faut estimer à la fois de leur pertinence et de leur avenir, et des éventuels effets que nous pourrions craindre contre-productifs, puisque pour l'instant, on a plutôt eu des effets contre-productifs de l'action écologique. Je ne vais pas revenir sur l'état des lieux, mais l'état des lieux est quasiment aussi catastrophique qu'on a, en tout cas nous, dans nos fantasmes, eu l'impression de faire des efforts. Donc, il va falloir faire se rencontrer ces états de fait. Et ce sera un petit peu l'objet de l'intervention de ce soir. Rapidement, tout le monde se souvient pourquoi on a un problème écologique. C'est parce qu'on a une espèce qui capture extrêmement bien l'énergie dans son milieu. Et l'énergie, on n'a pas le choix, c'est ce qui permet, on ne peut rien faire sans l'énergie. Notre métabolisme ne fonctionne pas, nos voitures ne fonctionnent pas, nos ordinateurs ne fonctionnent pas, rien ne fonctionne si on n'a pas accès à de l'énergie. Et il se trouve que nous sommes une espèce mobile, dotée de tas de capacités complexes pour exercer ce qui s'appelle une emprise sur son milieu. Et alors l'emprise, c'est ce qui permet d'aller dans le milieu, dans l'environnement, capturer l'énergie et les ressources. Et dans mon travail, dans un de mes ouvrages, je définis l'emprise de la façon suivante. C'est la capacité pour un être vivant d'agir positivement sur les défaillances de la relation qu'il a avec son environnement. Et c'est ce qui lui permet d'obtenir des avantages adaptatifs progressivement et puis tout simplement de satisfaire ses besoins. L'emprise, c'est absolument nécessaire pour capturer l'énergie et les ressources. C'est une précision de vocabulaire parce que je vais beaucoup utiliser le terme emprise. Et l'emprise, pour nous, comme pour une grande quantité d'êtres vivants, garantit quoi? Trois choses essentielles qui sont communes. L'alimentation, bien sûr. On exerce de l'emprise sur le milieu pour avoir à manger, et c'est comme ça qu'on a l'énergie. Nous mangeons pour assimiler l'énergie qui est contenue dans les aliments. Pour être en bonne santé, alors tous les animaux n'ont pas une emprise dynamique sur l'exercice d'une santé ou d'un soin d'eux-mêmes, mais les animaux proches de nous, comme certains primates, utilisent des molécules volontairement dans leur environnement pour faire que leur métabolisme fonctionne bien. Et d'une façon générale, l'emprise sert aussi à maintenir fonctionnel l'ensemble des capacités du corps. Et bien sûr, l'emprise sert à gérer la sécurité. C'est pour ça que les animaux ont parfois des défenses, des carapaces, que nous avons certaines capacités, nous, développées plus tard, à faire des outils qui nous permettent de nous défendre, etc. Donc les trois paramètres fondamentaux que l'emprise permet de gérer, c'est l'alimentation, la santé et la sécurité, pour nous comme pour beaucoup d'autres animaux, sinon tous. Le cadre de la compétition, c'est ce dans quoi s'inscrit notre emprise. On n'est pas totalement libre de faire ce qu'on veut. Il y a des tas de contraintes. Et dans le vivant, d'une façon générale, ce cadre de la compétition est régi par trois paramètres, eux aussi absolument fondamentaux, contre lesquels on ne peut rien. Et il est très important de repartir de ceux-ci parce qu'on va voir, nous les avons considérablement oubliés dans nos cultures et justement dans nos récits.
Le premier paramètre fondamental, c'est que le vivant, le cadre de la compétition, il est autoritaire. Si vous êtes fonctionnel, que vous pouvez vous nourrir, que vous êtes en bonne santé et que vous pouvez vous défendre, vous vivez. S'il y a un des paramètres qui défaille, vous allez très vite risquer de disparaître, beaucoup plus rapidement dans le vivant que chez nous, j'expliquerai pourquoi. Mais c'est autoritaire, c'est binaire. Soit vous vivez, soit vous êtes mort. La vie fonctionne comme ça depuis 4 milliards d'années sur la planète. C'est arbitraire. Il y a une forme d'arbitraire dans l'exercice, ou plutôt dans les contraintes du cadre de la compétition. Vous êtes une jolie pâquerette qui pousse dans un champ, dans une prairie. Vous êtes très volontaire, vous essayez de capturer toute l'énergie solaire disponible pour croître et essayer d'être butiné par les abeilles. Et en fait, le ruminant qui va passer, il va vous brouter et il va absolument pas vous poser de questions. C'est pareil pour les tortues très volontaires qui sortent du sable pour aller, les tortues marines, pour rejoindre l'océan. Quand il y a une mouette qui passe ou un chien ou un coati qui a faim, et voilà, c'est comme ça. La vie est faite d'un arbitraire qui contraint évidemment toute existence vivante. Et nous, cet arbitraire, on va le voir, nous l'avons considérablement repoussé pour notre bénéfice propre, pour les bénéfices de l'évolution de notre espèce. Et le dernier paramètre très important, c'est l'aspect totalitaire du cadre de la compétition. Il est partout. Il n'y a pas un être vivant sur la planète qui soit extrait de ce cadre de la compétition pour l'existence. Je ne vous dis là rien d'extraordinaire, ce sont des données qui sont connues par tous les biologistes, c'est tout à fait darwinien au sens classique du terme, il n'y a rien d'extraordinaire dans la définition du cadre que je vous dis, mais rappelez qu'il est fondé sur des paramètres autoritaires, arbitraires et totalitaires fait déjà, je pense chez vous, écho à la situation d'aujourd'hui, alors que nous vivons une crise, n'est-ce pas ? Une contrainte, un processus de destruction de l'environnement, une forme de crise écologique prolongée. Et alors, l'humanité est une espèce extrêmement coopérative, on va le voir, et qui a organisé une coopération qui lui a permis de repousser les contraintes de ce cadre. Et cette coopération a fertilisé tous nos imaginaires et a défini une relation particulière, on appelle ça une ontologie, un mode, un rapport particulier avec tout ce qui est en dehors de nous. Et alors, je voulais justement illustrer comment nous avons été, si le PowerPoint veut bien suivre. Alors, précédemment, juste là, voilà. Je vais Je voulais vous illustrer comment nous avons intégré dans nos récits, dans nos arts, dans nos contes, dans nos poèmes, le rapport que nous avons avec notre milieu depuis que nous existons en tant qu'espèce. Et nous avons tellement intégré que nous étions dans des rapports spécifiques avec notre milieu que nous avons oublié que même dans nos récits les plus romantiques, en fait, il y a des choses qui sont du type écologique au sens strict, mais nous ne le voyons plus. Et on va voir que dans Une partie de campagne, qui est une nouvelle de Maupassant qui date de 1881, elle a été publiée en 1881, elle a ensuite été tournée en 1936 et le film est sorti en 1946. Le PowerPoint est récalcitrant. Donc on retrouve déjà dans cette nouvelle, Une partie de campagne, des choses absolument étonnantes sur notre rapport à la nature, et cette fois on peut y aller. Maman, regarde la riche-nique toute dorée. C'est tout ça, ma petite fille, ça te donne les couteaux. C'est pas ça, ça mange très bien. Comme c'est étonnant, la campagne. Sous chaque modèle, il y a des tas de petites choses qui bougent, qui vivent, si naturelles. Chaque fois qu'on pose son pied, on risque d'en écraser. Ben, si on pensait à tout ça, on ne ferait plus rien. Je me demande si c'est toutes êtes sous du plaisir comme nous. Mais non, voyons. C'est pas comme des personnes. Et puis elles sont bien pour toutes. Pourtant, elles viennent du monde. Et elles meurent comme nous. C'est vrai. Mais en fait, je me demande comment ça fait les petites chenilles. Ça ne fait pas de prix. Celle-là, grosse comme un nez et toute dorée, fera sur moi un bon papillon. On en fait des drôles de choses. Qu'est-ce que c'est que vous?
Voilà, c'est une famille de commerçants parisiens qui fait une partie de campagne, qui se promène comme nous, souvent, nous allons dans la nature, nous allons dans la nature, nous reconnecter avec les éléments naturels, le vivant, et nous avons des expressions, des rapports particuliers. Et alors, j'ai relevé quelques phrases de cet extrait. Je me demande si ces petites bêtes souffrent. Nous aussi, on se demande si le vivant souffre. C'est très actuel, on se demande tout le temps si le vivant souffre. Les actrices se demandent aussi si elles ont du plaisir comme nous. Donc là, vous voyez qu'on se demande si ce sont des êtres équivalents à nous sur la notion de plaisir. Mais non, voyons, c'est pas comme des personnes. La réponse, elle est donnée. Donc les êtres vivants, c'est pas comme nous. Et puis, on en voit de drôles de choses, ce que c'est de nous tout de même. Donc là, on voit une espèce de relativisation de l'existence humaine par rapport à l'environnement naturel. Mais surtout, si on pensait à tout ça, on ne ferait plus rien. Et c'est ça notre problème, c'est que si nous avions tout le temps en tête que nous avons des interactions avec des êtres vivants, mais à chaque seconde de notre existence, nous, potentiellement, serions incapables d'exercer ce dont je parlais précédemment, c'est notre emprise pour obtenir des avantages adaptatifs et être devenus finalement cette espèce hyper conquérante que nous sommes. Depuis quand ça dure ? Ugo Bardi est un chimiste, théoricien de l'effondrement, italien, membre de l'ASPO, il a écrit notamment sur le rapport Meadows, vraiment un grand expert que je vous recommande de lire. Et il s'est questionné sur l'ancienneté des premiers récits, justement, qui parlent de l'écologie. Et il a fait, en lisant quelques auteurs, il a fait une synthèse sur les questions anciennes du rapport au milieu. Alors voici un petit résumé. Les anciens connaissaient le problème de la dégradation des sols, évidemment. McNeill et Vinnie Werter, qui sont des chercheurs, dans une étude publiée dans Science, ont résumé plusieurs éléments de la question, indiquant qu'en 2000 avant Jésus-Christ déjà, les agriculteurs du Moyen-Orient avaient développé des moyens de lutter contre l'érosion des sols. Donc c'était déjà une question fondamentale. Il rapporte également que des écrivains romains s'intéressaient vivement à la qualité du sol et à la nécessité d'éviter l'érosion. On sait également comment Platon, dans son Critias, décrit l'érosion et la dégradation des montagnes en Grèce. Un intéressant document de l'époque pré-industrielle sur cette question a été écrit par Matteo Biffi Tolomei. Il raconte la tentative de maintien de la couverture forestière des montagnes des Apennins en Toscane, en Italie, et comment elle a échoué après de nombreux débats entre ceux qui défendaient la modernité, c'est-à-dire qui étaient en faveur de la coupe des arbres, évidemment, et le vieux parti préférant garder le couvert forestier. Dans les débats qu'on a aujourd'hui, il n'y a rien de nouveau. Ça fait des milliers d'années qu'on se pose la question de la dégradation environnementale, de la baisse des rendements agricoles, de l'érosion des montagnes dont on a coupé les forêts, etc. etc. Et Ugo Bardi va encore plus loin. Il a retrouvé un poème qui s'appelle Inanna et Ebi, qui a été composé vers 2300 avant notre ère, donc très ancien, ça fait 4300 ans, qui a été composé par la poétesse sumérienne Enedwana, une femme, qui est d'ailleurs une icône féministe, parce que justement c'est une des rares femmes dont on ait une trace de la pensée et des écrits, et qui du coup a marqué vraiment l'histoire, ou en tout cas dont l'histoire patriarcale qu'on connaît aujourd'hui a su garder souvenir. Alors, ce poème décrit le conflit entre la déesse Inanna et la montagne appelée Ebi, qui se termine par la destruction de cette dernière. Ugo Bardi, donc, dont je parlais précédemment, suggère que le poème peut être interprété comme le résultat de la façon dont les anciens ont perçu ce que nous appelons aujourd'hui une catastrophe écologique, résultat du surpâturage et de la déforestation. La déesse Inanna se prépare à se battre contre la montagne Ebi, car la montagne ne lui a montré aucun respect. Retenez ça. Elle est personnifiée, cette montagne, elle a une existence propre. Avant d'attaquer, Inanna se rend chez le dieu An, le père, symboliquement, apparemment pour lui demander de l'aide. An, ce père, cependant, est perplexe et Inanna décide de se battre seule, et elle réussit finalement à triompher de la montagne. Voici un extrait du poème. Inanna, donc, écrase la montagne, la réduisant en déchets, éparpillant les ordures de l'aube à la nuit tombée, avec des pierres puissantes qu'elle fouette, et la montagne, comme un pot d'argile, s'effrite. Avec sa puissance, elle fait fondre la montagne dans une cuve de graisse de mouton. Alors, c'est tout un imaginaire qu'on n'a pas, on n'a pas les codes pour comprendre ça directement. Alors il y a beaucoup de façons d'interpréter les mythes anciens, les poèmes anciens. On peut trouver des catégorisations qui n'ont rien à voir avec l'écologie. On peut aussi avoir une interprétation écologique, en ce sens que on pourrait voir le poème comme faisant référence à la dégradation du sol sur les pentes de la montagne, transformée en boue glissante,
Et les terrains des montagnes sont particulièrement effectivement sensibles à l'érosion, en particulier dans le climat méditerranéen. L'idée générale est que des entités abstraites se substituent aux éléments physiques. On l'avait vu, hein, la montagne, elle est personnifiée, on lui parle, les dieux vont s'occuper de la combattre. Et ces entités abstraites permettent de donner du sens à des phénomènes non désirés, l'érosion, la destruction, et également de désigner des coupables. Ça, c'est très important. Parce que ce n'est pas les dieux qui ont dévasté la forêt, la montagne, vous l'aurez compris, hein, ce sont des humains qui interagissaient, qui ont coupé le bois, qui ont coupé la forêt, et qui du coup ont suivi l'érosion. Mais les humains, pour comprendre, mettre en sens et se dégager de la responsabilité, probablement, ont attribué la causalité à des êtres surnaturels, à des dieux. On voit déjà là un jeu de substitution causale. Ce sont les humains qui ont surexploité la montagne, mais ce sont les dieux qui sont coupables. Dans ce récit-là, et dans d'autres peut-être, on va le voir, les humains sont absous. Et c'est très commode. Le mythe du message perverti a été étudié par Jean-Loïc Lequelec, anthropologue au CNRS, et il se posait la question, ou plutôt, il étudiait ce mythe qui est censé répondre à la question « Pourquoi mourrons-nous » Pourquoi la mort est arrivée comme contrainte ultime à l'existence humaine. Alors ce mythe, je vous le décris rapidement, à beaucoup de versions. Je vais essayer de passer rapidement sur des choses que j'ai déjà dites dans d'autres conférences, parce que vraiment j'ai beaucoup de choses à dire ce soir. Pourquoi mourrons-nous ? Alors, ce mythe du message perverti s'énonce ainsi. La lune, donc, qui est pour ce mythe-là la divinité créatrice, mandate lièvre, donc fait appel à un lièvre, pour porter à l'humanité un message de vie. Mais le lièvre modifie le message, ce qui introduit la mort chez les humains, qui depuis lors haïssent ce lièvre. En punition, le lièvre est frappé et en garde la lèvre fendue. Et vous voyez que là, on a une histoire très simple qui explique pourquoi il y a la mort, il y a la finitude et potentiellement la destruction, et surtout il y a une explication simple, mais il y a surtout une substitution causale. Ça n'est plus aucun humain qui sont responsables de la mort quelle qu'elle soit, c'est un lièvre qui a corrompu un message de vie initialement. Et en plus, non seulement c'est pas les humains, c'est un lièvre, mais en plus l'humain peut se permettre de se venger sur le lièvre. Le récit est presque performatif de l'action de décharge de la responsabilité, et il vient expliquer qu'on peut même continuer finalement à attaquer, à détruire la nature, à la brusquer ou à la brutaliser, puisque de toute façon le récit, ce récit mythologique est, justificateur. Et on pourrait se demander dans quelle mesure ce récit est valable ou pas pour comprendre nos interactions contemporaines avec le milieu. Et on va essayer de... Jean-Loïc Lequelec a essayé de rechercher son ancienneté, son antériorité. Et grâce à des analyses complexes, il a réussi à déterminer que ce récit était apparu il y a 30 000 ans, au cœur de l'Afrique, et qu'il s'était en fait disséminé depuis cette date-là, depuis cette période-là, sur toute la planète, avec diverses versions. C'est pas toujours un lièvre. Parfois c'est un caméléon, c'est un autre messager, et parfois un serpent. Et puis parfois c'est pas le lièvre ou l'animal qui corrompt le message, c'est plutôt qu'il est doublé par un autre animal. Donc il y a beaucoup de versions, mais ce qui est intéressant, c'est que toutes ces versions sont trouvables partout sur la planète. On les trouve dans quasiment toutes les communautés. Et moi ça m'intéresse en ce sens que c'est évidemment pas le seul récit qui a été porté par l'humanité, il y en a peut-être d'autres. Il y a peut-être des récits, il y a sûrement des récits qui définissent la mort autrement et qui l'expliquent autrement, puis il y a des récits aussi, certainement, qui permettent la régulation de la relation avec le milieu et qui n'accusent pas le vivant d'être coupable de quoi que ce soit. Mais ce qui m'intéresse, c'est pourquoi ce récit a résisté pendant 30 000 ans et potentiellement comment il a pu servir de façon opportuniste à chaque fois qu'on avait besoin de légitimer une exaction environnementale. Et cette question-là, je pourrais évidemment la développer beaucoup plus, mais on la retrouve tellement souvent, ce schéma-là, ce format-là, on le retrouve tellement souvent dans d'autres récits que peut-être on peut imaginer qu'il est à la fois ancien et très utile pour nous. Dans l'épopée de Gilgamesh, qui est un autre conte, alors c'est pas un poème comme ceux de la poétesse dont je parlais tout à l'heure, dont le nom est Enheduanna. C'est un conte qui est un petit peu plus récent, 1800 avant Jésus-Christ, mais qui est le premier conte dont on a vraiment une trace complète, en cunéiforme, sur des tablettes.
Et ce conte, donc ce mythe de Gilgamesh, l'épopée de Gilgamesh, c'est l'histoire d'un roi qui a régné sur Uruk, la capitale de la Mésopotamie, en 2600 avant Jésus-Christ. Et c'est un roi, évidemment, qui est en quête d'immortalité. Ça vous fera écho avec les réflexions contemporaines autour de l'écologie, de l'avenir, du transhumanisme, etc. Là encore, il n'y a rien de nouveau, ça fait juste 4600 ans qu'on se pose ce type de questions. Et il y a 2 points qui sont intéressants dans ce mythe. Le premier, c'est que ce roi a voulu fabriquer une ville, construire une ville, qui est donc la cité d'Uruk. Et pour construire une ville, il fallait évidemment beaucoup de cèdres, beaucoup d'arbres. Et le mythe ne dit pas le roi a décidé d'aller abattre une forêt entière pour fabriquer sa ville, pour construire sa ville. Le mythe dit le roi va attaquer l'entité maléfique qui s'appelle Umbaba, et ensuite, il se trouve qu'il n'y a plus de forêt. Mais vous voyez que la causalité, elle est rompue quelque part, et puis il y a une substitution causale, c'est-à-dire qu'on ne va pas directement couper la forêt pour faire une ville, on va désigner une entité complètement créée, hors sol, un être évidemment maléfique, on le nomme, on le désigne, on dit qu'il est le dieu de la forêt, et c'est lui qu'on va dire, on va justifier l'exaction de l'abattage de la forêt, en disant, en fait, non, on est allé abattre ou combattre un dieu maléfique. Toujours ce processus de substitution causale qui est très intéressant, parce que là, du coup, l'exaction écologique est parfaitement justifiée. Et alors, vous regarderez, vous lirez la presse en ce moment, ou comment on a fait pour conquérir des territoires, comment on a justifié la colonisation. On a toujours écrit des récits justificateurs de quelque forme que ce soit. On en trouve déjà des traces très anciennes. Peut-être que là, déjà, dans l'épopée de Gilgamesh, on avait cette trace-là. Autre chose, je vous ai dit, Gilgamesh était en quête de vie éternelle. Ça nous préoccupe aussi tout ça, hein, la mort, la vie éternelle, l'avenir. Et dans le conte, la source de vie éternelle, c'est une plante miraculeuse. Sauf que, à peine Gilgamesh a-t-il pu se procurer la plante qu'il se l'a fait dérober par un serpent. Et alors, il comprend que la vie éternelle, ça n'est pas pour l'homme, ça n'est pas pour l'humain. On se disait ça il y a 4600 ans. Et une telle quête est vaine, et on doit profiter des plaisirs qu'offre la vie présente. Et en plus, il y a une philosophie, il y a une morale consécutive à ça. Et évidemment, l'histoire raconte, le conte, l'épopée de Gilgamesh raconte que suite à cette tragédie, il n'a pas pu obtenir la vie éternelle. Il régna ensuite de façon sage et avec bienveillance envers son peuple. Donc il a fallu traverser cette épreuve pour acquérir un autre niveau de sagesse et de bonté. Vous aurez compris que l'autre récit dont je vais parler est celui de la Genèse, qui est finalement assez proche de ceux que j'ai évoqués là, avec un peu des acteurs qui se ressemblent. On est bien d'accord, hein, ce n'est pas une lecture déterministe, c'est un croisement de différents contes qui se suivent, alors que nous sommes à ces périodes-là en plein dans l'ancrage des civilisations autour de l'agriculture et en pleine explosion de la croissance, progressivement, mais quand même, on est en train de construire de grandes cités et de mettre en place des grandes civilisations. Et dans la Genèse, Dieu a interdit la consommation du fruit défendu, hein, mais évidemment, c'est la faute au serpent si Adam et Ève croquent dans la pomme. Ce n'est pas la faute des humains. C'est toujours un tiers qui vient être coupable de l'exaction, de l'erreur ou de la faute, tout ce qu'on veut. Et voilà, donc Dieu décide, suite à cette faute, d'expulser Adam et Ève de l'Éden, les privant des fruits de l'arbre de vie, hein, donc toujours ces questions de vie éternelle, et cela les rend mortels. Et ils sont condamnés à vivre sur terre et à devoir gérer le bien et le mal. Oui, voilà. C'était un portrait, une sculpture de Gilgamesh. Alors, rapidement, les Acta sont une population de chasseurs-cueilleurs qui vivent aux Philippines aujourd'hui. Et ils ont aussi évidemment des interactions avec leur milieu qu'ils doivent coordonner. Et la question de la chercheuse du chercheur Daniel Smith, rapportée par Duane Kelly, était pourquoi raconter des récits. Et ils ont étudié cette population de chasseurs-cueilleurs des Philippines en se demandant pourquoi chez cette population-là on se racontait des histoires. Et donc le présupposé, c'est que le storytelling peut être vu comme un type de coopération que les anthropologues définissent comme un comportement qui profite aux autres. Leurs recherches ont montré que les histoires chez les Acta régulent le comportement des groupes et encouragent la coopération en fournissant aux individus des informations sur les normes, les règles et les attentes de la société,
dans des domaines comme le mariage, l'interaction avec la belle famille, le partage de la nourriture, les pratiques de chasse et les tabous évidemment. Les histoires dramatisent également les conséquences de la violation de ces règles. Voici ce qui est important dans l'étude qui a été faite sur ce peuple. La recherche a révélé que les conteurs supérieurs, donc ceux qui énoncent le mieux les storytelling, qui racontent le mieux les histoires, ont une meilleure condition physique et un succès reproducteur plus élevé. Les conteurs qualifiés font plus d'enfants. Lorsqu'on leur demande avec qui ils aimeraient le plus vivre, les Acta, le peuple, préfèrent les conteurs talentueux à ceux qui sont connus pour leurs compétences en matière de chasse, de pêche, de cueillette, de tubercules ou de médecine. C'est-à-dire que le conteur est survalorisé par rapport à ceux qui sont absolument essentiels pour la survie de la communauté. Et c'est vers eux que la communauté se tourne, même chez les Acta, qui sont une population de chasseurs-cueilleurs, alors que nous, on a cet imaginaire-là pour le prêtre, pour le curé, pour l'imam, pour le prophète, pour le chaman, mais ça marche aussi chez les chasseurs-cueilleurs. C'est ça qui est étonnant dans cette histoire, dans cette étude. Voilà, la compétence à la pêche arrive en deuxième position après la narration. Vous voyez qu'on retrouve ce que nous connaissons dans nos schémas civilisationnels chez des chasseurs-cueilleurs, qui, s'ils ont évidemment fréquenté la civilisation et les peuples agriculteurs, donc ils ont peut-être été corrompus dans leur propre gestion de coopération, on peut présupposer que malgré tout, le récit, le storytelling, est quelque chose qui permet d'organiser la coopération, et donc l'emprise, on y revient, sur les ressources, pour le plus grand nombre. Ce qui était étonnant, c'est que on ne parle pas encore, pour ces chasseurs-cueilleurs, de hiérarchie. C'est-à-dire que oui, la communauté est très intéressée à focaliser son attention sur les compteurs, mais pour autant, il n'y a pas encore d'organisation pyramidale très marquée. Ce peuple-là est très égalitaire. En tout cas, sur sa gouvernance. Pour autant, il y a déjà, dans ce peuple-là, des privilèges, en quelque sorte, accordés à ceux qui racontent le mieux les histoires, puisqu'ils se reproduisent mieux, et qu'ils sont en meilleure santé. On peut conclure aussi, on peut envisager qu'il y a une complicité dans la délégation du récit aux élites. Il est dans l'intérêt de tous que le récit auquel on adhère rende l'exploitation des ressources la plus invisible possible, puisque ce n'est pas ça qui est porté dans les récits, on l'a vu précédemment avec les autres exemples. À quel point les récits, ou plutôt je vais renverser la causalité, l'étudier autrement, à quel point notre rapport d'emprise au monde influence les récits et la façon qu'on a d'écrire des histoires. Parce qu'il y a aussi quelque chose qui se passe dans ce sens-là. Comment on interagit avec le milieu et comment ça impacte notre façon de le comprendre et de l'interpréter. Alors, vous avez peut-être déjà entendu parler de cette étude. C'est une étude qui a été faite en Chine sur 2 populations d'étudiants qui étaient descendants soit d'agriculteurs du blé, soit d'agriculteurs du riz. Et il a été montré que, sur des tests psychotechniques, je passe rapidement, que leur stratégie pour répondre aux questions des tests ou aux épreuves des tests était à classer dans 2 grandes familles de réponses, donc 2 grands types de réponses en fonction de leur origine, ou plutôt de leur filiation. Si on était plutôt des descendants d'agriculteurs du riz, on avait des réponses qui étaient plutôt coopératives, de type collectiviste, où on essayait de répondre au moins dans son esprit, comme si on était plusieurs acteurs à collaborer dans la réponse. Et dans l'ensemble, c'était des réponses avec un système de pensée, un système cognitif plus holistique, plus systémique. A contrario, les descendants des filiations d'agriculteurs du blé avaient des stratégies moins coopératives et plus individualistes, avec des pensées très analytiques, séquentielles, linéaires. Alors, je pourrais interagir avec vous, poser la question, mais on va essayer de passer rapidement. Pourquoi la technique agricole a-t-elle influencé les stratégies de réponse à des tests, alors que les personnes qui ont répondu aux tests ne sont même pas agriculteurs? Probablement parce qu'il y a un ancrage profond du rapport qu'on a dans la capture de l'énergie et des ressources, et que ça marque notre façon de comprendre le réel. Quand on fait de l'agriculture du riz, les systèmes les organisations sont faites autour de clans très soudés, par des normes sociales très fortes et extrêmement coopératives. Donc on a un exercice de l'emprise dont la trace de l'opération se trouve dans l'esprit sur plusieurs générations. Le cerveau se façonne en fonction de la façon qu'on a d'exercer l'emprise sur le milieu. A contrario, quand on cultive le blé, on fait plutôt au format de petites cellules familiales, très indépendantes les unes des autres.
Et quand on fait un champ de blé, il n'y a pas besoin de discuter en permanence avec la famille d'à côté pour l'irrigation, puisqu'en fait l'irrigation, elle, est indépendante, ou elle peut l'être. Et puis le champ de blé, il est, sinon clos, en tout cas indépendant du champ d'à côté, qui peut faire des tubercules, ou qui peut faire du soja, ou autre chose, du maïs, que ce qui est fait dans le blé. Donc on a un système qui est isolé dans le réel, et qui crée des fonctionnements cognitifs différents, plus en système isolé chez les cultivateurs du blé, et plus en système intégré et holistique chez les agriculteurs du riz. Question que je commence à poser. Nous sommes une culture, ou plutôt nous sommes une société qui exerce une emprise sur son milieu où plus personne ne travaille au champ. Il y a 3% d'agriculteurs en France. Donc plus personne n'a d'interaction directe avec la capture d'énergie ou l'alimentation, que seulement 3%, et encore même ce 3%-là sont tellement augmentés de techniques et de systèmes tracteurs, machines, intrants, etc., que finalement leur contact direct avec le monde physique est relativement déjà distendu. Alors la question que je pose moi, c'est est-ce que, on ne répondra pas ce soir, mais est-ce que la culture du pétrole qui a fait que nous sommes tous très très loin de la capture d'énergie et qu'on a l'impression que tout nous tombe du ciel, parce que dépenser moins de 10% de son budget annuel pour se nourrir parfaitement pendant un mois, c'est un truc qui est nouveau, c'est de ce siècle-là. Ce n'était pas le cas il y a un siècle. Et tout nous tombe du ciel très facilement grâce au pétrole. La question que je pose, est-ce que ça n'est pas ça qui a fondé notre illusion, notre fantasme de la liberté? Question ouverte. Moi, j'aime bien explorer dans ce sens-là cette construction culturelle, et qui est probablement dans l'histoire successivement lié à toutes les périodes où une certaine partie de la population a su asseoir son confort, soit sur de l'énergie très forte, soit sur de l'esclavage. Et vous avez d'autres modes d'organisation qui sont liés à un approvisionnement énergétique très fort, peut-être comme la démocratie, et dans l'ensemble, tout ce qu'on appelle être, pour nous en tout cas, la culture de la liberté. Question ouverte qui m'intéresse quand même énormément. Que s'est-il passé il y a entre moins 300 et moins 500 avant Jésus-Christ, qui a concomitamment fait apparaître, c'est ça, des grandes religions, on appelle les grandes traditions morales, concomitamment entre l'Europe, l'Asie de l'Est et l'Inde. Que s'est-il passé? Des chercheurs se sont demandé quel était le point commun. Alors, bon, ces sociétés communiquaient entre elles, mais semble-t-il, ça n'est pas la communication qui a fait qu'il y a eu contamination d'apparition de nouveaux modes d'organisation, ou plutôt d'écriture de nouveaux récits. Il s'est passé quelque chose, donc on le sait, puisque les grandes religions sont apparues à cette période-là, telles que le bouddhisme, le taoïsme, le confucianisme, ou le judaïsme, l'hindouisme et le christianisme. Elles sont à peu près toutes apparues à cette période-là que vous voyez représentée dans le graphique. Et toutes sont fondées sur quelque chose de nouveau dans l'histoire de l'humanité, qui est une règle, la règle d'or, qui s'énonce ainsi: ne fais pas aux autres ce que tu ne voudrais pas qu'on te fasse. Le message du Bouddha, de Confucius, du prophète hébreu Isaïe et des autres s'adresse, voilà, de l'ensemble de ces prophètes ou de l'ensemble de ces représentants de ces cultures-là. Ces messages ne s'adressent plus aux gens de leur propre communauté. Il y a quelque chose de nouveau dans la règle d'or. On n'énonce plus un cadre moral simplement pour les gens qui nous entourent, mais cette fois à tous les humains. Et c'est ça qui est nouveau. C'est-à-dire qu'un récit vient écrire une règle et un mode d'organisation pour ce qui est à l'extérieur de la communauté que le récit est censé porter. Comme chez les Acta, par exemple, le récit est intérieur à la communauté, ça suffit. Il n'y a pas besoin d'écrire les lois de relation avec l'extérieur. Et cette formulation en double négation oblige à concevoir ses rapports avec autrui sur la base de la réciprocité. Donc, non seulement ce récit, ce nouveau cadre de loi n'intéresse plus seulement l'intérieur de la communauté, mais en plus l'extérieur, en mettant des contraintes. C'est-à-dire qu'en une seule phrase, on oblige les interactions entre une communauté et les autres communautés à se fonder sur une coopération. Ne fais pas à autrui ce que tu ne veux pas qu'on te fasse. Et cette règle, bien sûr, une fois qu'elle a été écrite, énoncée, elle est cadrée par la loi, et celui qui déroge à cette règle est sanctionné, il va en prison, on lui coupe une main, je ne sais que sais-je. C'est en tout cas quelque chose de nouveau
dans toute l'histoire de l'humanité et qui est commun à de très très grandes régions. Alors, ce que cette étude a montré, c'est pourquoi. Qu'est-ce qui a changé à ce moment-là? On pourrait se dire c'est la taille des communautés. C'est un des facteurs. On pourrait se dire la contamination d'un récit. On pourrait se dire le niveau de complexité politique des sociétés. Et en fait, ça peut être tout ça, et tout ça est évidemment impliqué. Mais il y a une causalité à déterminer qui est peut-être plus profonde, et on y revient. Cette étude a montré que, statistiquement, la meilleure causalité à cette énonciation inédite de récit, c'était quoi? L'énergie. Pourquoi l'énergie? Parce qu'à un moment donné, on le voit sur le graphique du bas, à un moment donné, et ça c'est connu par l'anthropologie, les rendements agricoles ont augmenté assez rapidement. Que veut dire l'augmentation des rendements agricoles? Évidemment, une augmentation de la richesse pour l'ensemble des communautés, une augmentation de la capacité à s'étendre, évidemment, et une augmentation de la capacité à créer des richesses pour acheter d'autres produits que la simple alimentation, c'est-à-dire à commercer. Et donc vous voyez qu'une causalité qui est due à un renforcement de la puissance technique, de la puissance d'emprise, a eu pour résultat, selon cette étude, et dans ma grille de lecture ça me va bien, plus d'alimentation, plus de richesses produites, plus d'extension, plus de besoin de commercer et d'échanger. Donc, le récit a évolué. Et le récit s'est formaté aux besoins qui étaient physiques, des besoins physiques, d'augmenter le niveau de richesse et de confort. On le voit sur le graphique, en haut à droite, vous avez la taille des maisons en Grèce. Et donc, c'est comme chez nous, les grandes maisons, ça coûte plus cher, il faut plus d'énergie, il faut plus de coups de pelleteuse, plus de ciment, plus de béton, donc énergétiquement, ça demande plus d'apport. Alors évidemment, on ne convertit pas le blé en maison immédiatement, mais le fait d'avoir beaucoup de blé disponible fait qu'on peut avoir beaucoup d'ouvriers qui ont du temps autre que faire de l'agriculture pour faire des maisons. Donc les maisons sont plus grandes, vous voyez la causalité. Et donc, ce qu'il faut retenir ici, c'est que c'est l'énergie qui reste causale dans tout, et in fine, le récit se transforme, et il continue à organiser une coopération à chaque fois à plus grande échelle, et cette fois quasiment à l'échelle d'un continent entier, autour d'une seule règle. Alors je remercie Grégoire Chamba, qui est un collègue dont je vous recommande le travail, notamment sur les blackouts, il est absolument indispensable. Grégoire Chamba, notez. Il m'a transmis 2 références d'études, justement, qui recoupent directement notre problématique. Donc les chercheurs Peoples et Marlowe se sont à peu près questionnés du sujet de ce soir. Et ils ont étudié les liens qu'il y avait entre les récits, la coopération et les besoins physiques des communautés. Alors je lis simplement les comptes rendus de ces 2 études, c'est très simple, et puis c'est assez clair en fait. Nous suggérons que la croyance en des dieux moraux élevés a été encouragée par les leaders émergents dans des sociétés dépendantes de ressources qui étaient difficiles à gérer et à défendre sans la coopération du groupe. Ces dirigeants ont utilisé le concept d'un exécuteur moral surnaturel pour manipuler les autres afin qu'ils coopèrent, ce qui a entraîné une plus grande productivité. Vous voyez la causalité? On a un meilleur rendement, on écrit de nouvelles histoires, et ça permet de continuer à maintenir la coopération autour de ces bons rendements, et ça augmente encore la productivité. Vous voyez qu'il y a un système d'auto-renforcement entre l'apport d'énergie, l'écriture des histoires et la coopération. Le succès reproductif reviendrait surtout à ces dirigeants, une étude qui n'avait rien à voir avec l'autre mais qui dit la même chose. Mais le succès reproductif moyen de tous les individus de la société augmenterait également avec une plus grande productivité. C'est-à-dire que oui, il y a des privilégiés qui s'en sortent mieux, mais tout le monde finit par en bénéficier. Vous voyez ? L'application surnaturelle des codes moraux a permis de maintenir la cohésion sociale et de poursuivre la croissance démographique, c'est très important. C'est-à-dire qu'initialement, il y a un gain énergétique, les rendements agricoles croissent, mais il faut maintenir cette croissance. Ça nous interroge aussi sur aujourd'hui. Oui, c'est pas innocent. Je vous dis pas ça hors sol en vous disant ce qui se passait il y a 2000 ans, ça n'a rien à voir avec aujourd'hui. Il se passe aujourd'hui la même chose avec d'autres récits, mais les mêmes besoins. Une fois qu'on est engagé dans une phase de croissance, on est bien embêté parce qu'il faut la maintenir. Enfin, il faut la maintenir, sinon des gens meurent. Voilà, vous avez compris. Donc l'application surnaturelle des codes moraux a permis de maintenir la cohésion sociale et de poursuivre la croissance démographique, donnant à une société un avantage dans la concurrence avec les autres, évidemment. Une autre étude portée par Michel Scalise-Sugiyama qui dit « La narration est un processus cognitif complexe, typique de l'espèce humaine, au développement fiable et complexe, dont la conception n'est probablement
probablement pas le fruit du hasard. On en revient à ce que je disais précédemment. Les archives folkloriques indiquent que le contenu narratif est cohérent dans des cultures très divergentes. On en revient là encore à ce que je disais sur le mythe du message perverti. Il y a des choses communes à beaucoup de récits sur toute la planète. Un conteur peut utiliser la narration pour manipuler les représentations de l'environnement social et ou physique d'un auditoire afin de servir ses propres fins de conditionnement. On est bien dans une période de l'histoire où tout le monde s'interroge sur la façon qu'on a, on va dire, de nous raconter des histoires. Est-ce qu'on doit y croire ou pas? Et à quoi ça sert? Comment elles font pour maintenir la cohésion sociale? Est-ce qu'elles vont pouvoir maintenir la croissance ou pas? Ce truc-là, c'est pas nouveau. Et c'est même très ancien. Rapidement, est-ce que l'entraide, du coup, c'est une valeur? Puisque là, on a vu que des récits qui permettent la coopération à très grande échelle sont aussi des choses qui permettent de conquérir des territoires, donc d'exercer encore une plus grande pression sur les ressources environnementales et éventuellement d'être plus fort encore à la guerre. Alors, est-ce que la coopération, l'entraide, c'est une valeur? Moi, je vous dis, c'est mon opinion personnelle, je ne pense pas. Je pense que dans le cadre de la compétition, celui dont je parlais initialement au départ, il y a des stratégies que les êtres vivants dans leur ensemble mettent en place, mettent en œuvre, qui sont de deux grands types. La rivalité, parce qu'il faut se défendre ou attaquer, et la coopération, qui est une autre stratégie, mais qui n'a pas de valeur morale dans l'évolution. C'est un moyen, pour ceux qui l'exercent, soit la rivalité, soit la coopération, d'augmenter les chances de survie, tout simplement. Tout ça pour relativiser, évidemment, ce qu'on entend beaucoup dire, c'est-à-dire que la coopération serait nécessairement bonne. Évidemment qu'elle peut l'être. Mais elle l'est surtout, on l'a vu plusieurs fois dans plusieurs études différentes, elle est surtout pour ceux qui dominent et qui racontent les histoires aux autres. Est-ce que la civilisation occidentale, depuis 200 ans, n'a pas passé son temps à raconter des histoires au monde entier sur sa tellement bonne capacité à exercer la coopération, ce faisant en détruisant des quantités de cultures humaines et des quantités de biomasse? On sait, on connaît les chiffres, 90% de la biomasse de tout, en fait. Pour faire simple, 50% des végétaux. Est-ce qu'on n'a pas là une interrogation à avoir sur ce qu'on aurait tendance à investir très spontanément? Si on s'entraide, ça va super bien se passer. Rien n'est écrit dans l'histoire qui montre ça. Je dirais même plutôt que quand on fait partie des vainqueurs, on a tendance à avoir un raisonnement à rebours qui est de dire c'est quand même plus facile d'être un vainqueur qui promeut une coopération bienveillante. Simplement, ça s'appelle, je pense que ça s'appelle le biais du survivant. Quand on est le dernier à survivre et qu'on a écrasé tout le monde, on préfère oublier qu'on a écrasé tout le monde. Mais c'est le cas pour nos sociétés. Extrêmement coopératives. Le capitalisme est la structure de coopération la plus solide, la plus puissante et la plus efficace de toute l'histoire de l'humanité. Mais c'est une structure de coopération et d'entraide avec son récit, son application d'emprise, ses techniques, etc. On l'a vu avec les études précédentes. Je vais passer sur un point que je voulais traiter, mais ce n'est pas très très grave. Je voudrais, et puis je préfère laisser du temps à la discussion avec vous, je voudrais vous questionner justement sur la construction plus générale de notre esprit. Qu'est-ce qui fait qu'on est humain, quoi? D'où ça vient? Alors là, on a remonté la construction des récits depuis presque 30 000 ans. Mais on peut aller plus profond peut-être. Et je me questionne sur l'idée que peut-être nous sommes l'espèce qui non seulement se raconte des histoires, mais qui en fait est capable de créer ce que j'appelle des chaînes de causalité artificielles pour tout. C'est-à-dire extraire des propriétés de l'environnement, des propriétés du réel, pour les réassembler différemment et pour raconter des petites séquences d'histoires qui n'ont rien à voir avec la réalité ou qui sont différentes de la réalité telle qu'elle était au départ. Alors, c'est ça un récit. On prend des éléments, on les réassemble autrement et ça raconte une histoire. Et si on va un cran en dessous et qu'on se demande comment on a fabriqué des outils. Quand on fabrique un marteau, en fait, on a fait l'opération qui nous paraît simple à nous, mais qui est inédite. Nous sommes la seule espèce qui est capable de faire ça. Nous avons fait l'opération suivante. Nous avons expérimenté la propriété de la masse dans le réel. Et ça, la propriété de la masse, tous les primates quasiment utilisent des cailloux pour casser d'autres trucs. Donc la masse, ils savent s'en servir.
Et nous avons extrait du réel la propriété qui est celle de la rallonge ou du levier. La baguette qu'on utilise pour aller chercher des trucs dans les trous ou pour pousser ou pour creuser. Ça aussi, c'est pas commun. Enfin, je veux dire, c'est commun avec d'autres animaux. Ah oui, j'ai vu une espèce de phacochère ou je ne sais plus quel animal fouisseur cette semaine a été observé en train d'utiliser un levier avec sa bouche pour creuser. C'est une étude qui vient de sortir. Alors, on va un sanglier, c'est ça, merci. Donc vous voyez qu'on observe ce type d'utilisation d'outils chez beaucoup d'espèces. Ce qui se passe chez nous, et qui est probablement, et c'est mon point, inédit dans l'évolution, c'est que nous sommes capables d'associer la propriété de masse et celle de levier et d'en faire un marteau. Et ça change beaucoup de choses. Parce qu'on devient immédiatement hyper performant pour faire à peu près les mêmes choses que les autres, mais on le fait tellement mieux qu'on gagne énormément dans la capacité d'emprise. Avec un marteau, on casse beaucoup plus facilement les os, on chasse beaucoup mieux, etc. Vous aurez compris. On peut reprendre le même exemple avec l'arc. L'arc, c'est un assemblage de plusieurs propriétés. L'élasticité, c'est une propriété du réel. Les primates qui volent de branche en branche dans les arbres utilisent l'élasticité des branches, donc ils connaissent cette propriété. Mais ils ne savent pas forcément lancer un objet ou ils ne font pas le lien entre le fait d'avoir une élasticité et de lancer un objet autre qu'eux-mêmes. Alors que nous, on a assemblé ces propriétés, on a fait, tiens, c'est élastique, on va mettre un bout de bois et ça va le lancer plus loin. Et ça a fait un arc. Vous voyez, nous sommes capables, on l'a vu précédemment, de se raconter des histoires, on fait ça très bien. Un cran en dessous, on peut poser la question de savoir dans quelle mesure nous ne sommes pas l'espèce qui, après des dizaines de milliers d'années d'évolution, a, en dessous des récits, été capable juste de créer des chaînes de causalité perceptives et avec des propriétés du réel tout à fait inédites qui ont augmenté sa capacité d'emprise de façon extrêmement notable. L'hypothèse donc que je pose, plus générale, c'est celle d'une théorie écologique de l'esprit. C'est-à-dire que nous aurions en fait commencé, cette histoire des outils a commencé il y a 3 millions d'années. Donc c'est même pas nous, c'est tout le genre Homo qui a commencé à utiliser des outils plus performants que les autres et puis progressivement à les tailler. Et nous ne sommes pas les seuls, nous sommes juste les derniers. Donc l'hypothèse que je pose, c'est celle de d'une théorie écologique de l'esprit, c'est-à-dire que nos interactions avec notre milieu, comment nous avons chassé et mieux chassé, comment nous avons repoussé les contraintes de notre environnement, nous avons finalement intégré la façon que nous avions d'interagir et nous avons façonné un esprit capable d'énoncer des chaînes de causalité artificielles et, in fine, des récits dont nous nous servons aussi pour organiser la coopération, ce qui, pour moi, constitue une forme de boucle qui s'auto-renforce et qui, à chaque fois qu'il y a de l'énergie à disposition et que la pression de la compétition l'oblige, sinon on risque de disparaître, eh bien, nous a motivés à développer ces capacités-là jusqu'au point où on en est aujourd'hui. Et le récit, alors on y vient, on précise encore un petit peu, cette capacité qu'on a à transformer le réel, à raconter autre chose, il a une fonction de mise en sens, on l'a vu, mais il a aussi une fonction occultante, évidemment. Parce que si on peut sélectionner les propriétés du réel, on peut aussi ne pas considérer ce qui ne nous arrange pas dans le réel. Et on a pu voir que ce qui ne nous arrange pas dans le réel, par exemple la mort, alors on est tout à fait capable de dénier la mort, mais quand elle revient, parce qu'il y a des gens qui meurent autour de nous, ou parce qu'on a trop chassé de proies dans notre environnement et que du coup on a faim, on voit que la mort, elle nous est problématique, eh bien nous sommes capables de cette substitution causale dont je parlais tout à l'heure. Et finalement, les récits comprennent à la fois une possibilité de déni, nous extrayons des propriétés du réel, celles qu'on ne veut pas voir, on ne les extrait pas, on ne se raconte pas d'histoire avec. Et secondairement, si malgré tout ce qu'on ne veut pas voir du réel revient, on procède à une substitution causale arrangeante. On dit, c'est pas de notre faute, c'est de la faute d'un autre. C'est un schéma peut-être simpliste. Si je ne le voyais pas encore fonctionner tous les jours dans la presse, dans les médias, dans notre rapport aux politiques, dans notre rapport à l'autre, dans notre justification de notre propre dissonance cognitive, je sais qu'il y a beaucoup de personnes ici absolument préoccupées par l'effondrement, l'écologie, l'avenir. Nous sommes tous un peu acteurs d'énonciation de récits qui nous sécurisent, qui font du bien à nos émotions. J'en ai pas parlé beaucoup, mais évidemment que tout ce dont j'ai parlé, c'est porté par nos émotions.
nous avons été motivés à développer nos sociétés et la coopération contre notre milieu parce que nous étions infiniment plus heureux de voir de nombreux enfants survivre à la difficulté des naissances ou à la difficulté des premiers mois de la vie. Émotionnellement, ça nous a fait du bien. Nous avons été attirés, portés par des émotions positives qui nous ont fait développer tout ça. Et alors justement, puisqu'on en arrive à la question des récits dans un contexte inédit dans l'histoire de l'humanité qui est celui de la crise écologique, mais en fait d'un grand processus d'autodestruction dont on peut se demander s'il n'est pas ultime. Je ne vais pas rentrer sur cette question-là ce soir, mais en tout cas, il y a quelque chose de totalement inédit. Attention à ne pas... Voilà, je ne vais pas redire le mot parce qu'on pile dans le sujet, mais ne tombez pas. Hein, voilà. N'effondrez pas la mezzanine, voilà, je l'ai dit, c'est bon. La question qui se pose, c'est avec tout ce bagage technique, culturel, émotionnel, que va-t-on faire de tout ça alors que pour la première fois de l'histoire de l'humanité sur la planète, il va se passer un retour de la contrainte extérieure par le milieu pour tous les humains. Alors là, c'est ça qui est inédit en fait. Autrefois, quand la Chine s'effondrait, l'Europe ne s'effondrait pas forcément, et réciproquement. Et puis dans l'ensemble, ce qui s'est passé en Europe et en Chine, tous les Amérindiens, jusqu'à ce qu'on arrive chez eux, n'en savaient rien. Donc, vous voyez que les effondrements, ils étaient toujours locaux, et là, pour la première fois, c'est quelque chose de global. Même pour ceux qui n'ont rien demandé, qui sont au milieu de la forêt amazonienne, eux aussi vont vivre le réchauffement climatique et la réduction de la richesse des écosystèmes. Alors, que va-t-on faire des récits ? Et vous verrez que je vais finir par parler d'Extinction Rebellion. Que va-t-on faire des récits en période d'effondrement ? James C. Scott a écrit un livre fascinant, très intéressant, qui s'appelle Homo Domesticus. Voici ce qu'il dit. L'effondrement, cela signifie moins de sites importants à explorer par les archéologues, moins de documents et de textes à analyser par les historiens et moins d'artefacts de toute taille à exposer dans les musées. Il existe des documentaires splendides et instructifs sur la Grèce antique, l'ancien empire égyptien et Uruk, on en parlait tout à l'heure, au milieu du IIIe millénaire, mais on cherchera en vain un portrait de périodes sombres qui leur ont succédé. Les siècles obscurs de la Grèce, la première période intermédiaire de l'Égypte et le déclin d'Uruk, sous l'empire akkadien, on n'a plus rien. On pourrait fort bien soutenir que de telles périodes creuses ont en fait suscité un net gain de liberté pour de nombreux sujets des États antiques et une amélioration générale du bien-être humain. Ça, c'est l'hypothèse de cet anthropologue, parce qu'il est idéologiquement porté par l'anarchie, ce qui est tout à fait respectable, et je suis même assez intéressé par son travail. Donc lui considère qu'il l'écrit, lors d'un effondrement, on ne prend plus de notes, on ne fait plus de sculptures, on n'écrit plus de récits, ou en tout cas on ne les note plus suffisamment pour qu'ils puissent être conservés, on ne laisse plus de traces. Alors lui, il présuppose que lorsqu'un effondrement de complexité pour des sociétés complexes s'opère, les sociétés, souvent, et il y a des exemples historiques, justement, Homo Domesticus en parle, ou son livre Zomia aussi, on passe d'un niveau de complexité de la cité très important à peut-être de l'agroforesterie ou des sociétés plus tribales qui viennent prolonger l'histoire, mais c'est une histoire qui ne se marque plus parce que ce n'est pas forcément une histoire qui a besoin de récits. Et c'est ça la question. De récits qui permettent la coopération, comme on le disait précédemment. Alors, Scott présuppose qu'un effondrement laisse de nouveau la place à des organisations sociétales de type anarchique dans lesquelles on pourrait bien se porter, bien vivre, peut-être mieux vivre que sous la coercition des sociétés étatiques, fondées sur des rapports de domination, d'esclavage, etc. Mais, vu que ça n'est pas systématique et qu'on observe souvent ou au moins parfois d'autres choses, il faut quand même donner la parole à d'autres chercheurs qui n'ont pas le même point de vue, comme Gaël Giraud, par exemple, chef économiste à l'Agence française du développement, qui dit « Regardez la situation au Venezuela ». Alors pour le coup, on a des exemples sous nos yeux. Avez-vous envie de connaître cela ? On lui posait la question de sa crainte de l'effondrement. Au Venezuela, ou encore ce qui se passe au Mali, en Libye ou en Afghanistan, la faillite de l'État, c'est le retour tribal au Moyen-Âge avec des seigneurs de guerre locaux qui terrorisent des populations civiles prises en otage. Alors là, on est dans des débats idéologiques. Est-ce qu'il faut que ça s'effondre pour qu'on puisse avoir des sociétés résilientes, de type anarchique, et tout va bien, et il faut donc militer pour l'effondrement, ou est-ce qu'il faut, plutôt l'école Giraud, ne pas provoquer l'effondrement et maintenir la société fonctionnelle, parce que c'est la guerre si l'État s'effondre. Ce n'est pas le débat ce soir.
Alors, qu'en est-il de la possibilité d'un bien-être? Je ne vais pas dire il faut ou il ne faut pas faire telle ou telle chose, mais on va quand même se questionner de ce qui peut se produire ou ne pas se produire. Moi, je vais vous redonner ma définition de l'effondrement. En fait, je vais vous donner plutôt mon point de vue idéologique, mais qui... comment dire ? Qui est un point de vue... contrarié. Voilà, je vais le dire comme ça. Ma définition de l'effondrement est la suivante. Quelle que soit l'organisation humaine considérée, donc c'est valable chez les chasseurs-cueilleurs, ou peut-être même on peut généraliser à d'autres espèces qui s'effondrent circonstanciellement, quelle que soit l'organisation humaine considérée, c'est le retour plus ou moins rapide et global des contraintes de la régulation par les lois naturelles sur les critères de l'alimentation, de la santé et de la sécurité. On l'a vu au début de mon intervention. Ce qui motive ma définition de l'effondrement, c'est que nous sommes une espèce qui a repoussé les contraintes des lois naturelles, des principes d'organisation naturelle, donc du cadre de la compétition. On l'a fait, ça nous a considérablement profité. Quand on n'a plus assez d'énergie, ou quand on a des problèmes politiques, ou quand on est en guerre, etc., parfois on ne peut plus maîtriser le fait de repousser ces contraintes-là, et elles se réimposent à l'organisation de nos sociétés. C'est ça ma définition. Finalement, pour moi, un effondrement, c'est juste la perte de maîtrise. Ça veut dire que je n'exclus pas, dans l'histoire, une transition. Il y a probablement des sociétés qui ont transitionné sans perdre la maîtrise sur leur organisation générale. On pourrait évoquer rapidement les Mayas, qui en fait ont perdu la complexité des cités étatiques, la complexité politique et administrative qu'ils avaient obtenue et générée au fil en appui sur justement une civilisation agricole, très consommatrice de ressources, en particulier qui a vidé ses sols des nutriments. Donc c'est ça qui s'est effondré, mais en fait ils sont grossièrement redevenus agroforestiers ou avec des modes d'organisation plus horizontaux dans les forêts. Génétiquement, ils ont parfaitement survécu et probablement que la démographie n'a pas tant chuté que ça. Et aujourd'hui, des Mayas, il y en a plein le Mexique. Donc on pourrait parler là d'une transition, mais ce qui s'est effondré, en fait, il faut désigner ce qui s'est effondré, c'est simplement le fonctionnement étatique, la cité centralisée, etc. Donc c'est pour ça que j'ai besoin de discriminer ce qui est de l'ordre de la transition, d'un déclin et d'un effondrement. Pour moi, l'effondrement, c'est quand on perd la maîtrise et quand on ne parvient plus à repousser ce qui est de l'ordre, et j'y viens, des paramètres du cadre de la compétition que j'ai donné au début de l'intervention, qui sont l'autoritarisme, c'est-à-dire la vie c'est binaire, si vous pouvez vivre, vous pouvez, sinon vous mourrez. Le totalitarisme, c'est-à-dire que tout le monde est soumis au cadre de la compétition. Et l'arbitraire. L'arbitraire, c'est la mort peut vous tomber dessus sans prévenir. C'est ça qui peut se passer si nos sociétés perdent la maîtrise. Je ne vais pas développer... Si, je vais le préciser petit à petit, mais vous me voyez déjà venir. Quand je rappelle ces 3 caractéristiques du cadre de la compétition, et quand on voit comment nos sociétés évoluent sur le plan politique aujourd'hui, et qu'on a littéralement ces 3 termes utilisés dans des défenses idéologiques politiques, y compris dans les mondes démocratiques. Vous les voyez revenir. Ils sont énoncés, à peine dissimulés. Et vous voyez que là, je fais un pont, je continue à faire le pont entre l'organisation politique des sociétés, les récits, et la contrainte écologique, le rapport à notre milieu. On en revient à la question, que se passe-t-il lors d'un effondrement, d'un déclin, d'une transition? Est-ce qu'il faut ou non conserver les récits? Alors on a un problème. Si le récit est lié au développement technique et au maintien d'une croissance autour d'un développement technique, au sens où le récit facilite, voire permet, voire est nécessaire pour l'organisation de la coopération. Coopération à grande échelle, plus grande emprise sur les ressources, plus grande destruction. C'est très contrariant. Est-ce qu'on va devoir conserver des récits? Que se passera-t-il pour ceux qui, éventuellement, je spécule, arrêteraient de se raconter des histoires? Est-ce qu'ils ne seraient pas peut-être plus performants dans une adaptation sous contrainte? C'est-à-dire, au lieu de fantasmer sur, ou au lieu de discuter avec des entités surnaturelles d'un monde qui n'existe pas, avec des fantasmagoriques totalement incompatibles avec le fait de jardiner et manger sa propre production, est-ce que c'est pas dans ces circonstances de contrainte
à la fois une perte de temps, contre-productif, trompeur, illusoire? Est-ce que c'est pas une façon qu'on aurait de se maintenir hors sol, alors que justement le sol nous ramène à lui? Vous voyez ce que je veux dire? Je vais faire une parenthèse sur quelque chose qui est extrêmement à la mode et qui, à mon sens, est une prolongation du type de récit hors sol que nous avons émis depuis plusieurs décennies. Vous avez tous entendu parler d'éco-psychologie ou d'éco-spiritualité, dont l'un des préceptes principaux est la reconnexion avec la nature, avec le milieu, avec le grand flux, avec le grand tout, avec la totalité, la reconnexion, quoi. Mais là, on a un problème aussi. C'est qu'on s'est raconté des histoires sur la nature. On a défini ce qu'était pour nous la nature. Et on a plutôt dit, la nature, c'est un endroit très agréable, puisque c'est là où on va se promener le dimanche. C'est un endroit absolument bienveillant, puisque c'est de là qu'on prend toutes nos ressources. En plus, c'est un endroit qui se reproduit tout seul, donc c'est complètement magique. Il se régénère. Alors, je discutais tout à l'heure avec une ingénieure qui est très embarrassée pour expliquer aux entreprises du CAC 40 qu'en fait, les ressources renouvelables, ça n'existe pas. Physiquement, seule la vie a été capable de renouveler ses ressources suffisamment bien pour se maintenir sur le long terme. Nous, quand on exploite une ressource, on le fait à une vitesse qui fait que la ressource ne se renouvelle pas. Ou pas suffisamment, en fonction de nos besoins. Donc nous avons un récit sur la définition de la nature, ce que nous appelons la nature, qui va même jusqu'à la qualifier de sacré. C'est-à-dire quelque chose de virtuellement intouchable, immuable, parfait, et qui n'est pas accessible à notre connexion naturelle, si vous voulez. C'est en dehors de nous. C'est quelque chose qui est naturalisé. C'est-à-dire, au sens de Descola, quelque chose qui est un extérieur à nous, et nous ne vivons pas dans la nature, nous ne vivrions plus dans la nature. Alors, l'éco-psychologie, l'éco-spiritualité, très bien. Sauf si elle vous promet de vous reconnecter avec une idée de nature, et pas avec la nature. Parce qu'en fait, la nature, c'est quelque chose sur lequel nous exerçons une emprise destructrice. Donc, notre lien à la nature, c'est un lien de destruction. C'est ça notre problème. Si on vous dit « reconnectez-vous à la nature » et que vous ne voyez pas le lien de destruction que vous avez avec la nature, vous avez triché en fait. Parce que vous n'avez pas vu que les revenus qui arrivent tous les mois sur votre compte sont des quantités assez mesurables. Voilà, une quantité d'euros sur votre compte, c'est une quantité d'énergie, c'est une quantité de transformation, c'est une quantité de minerais, de forêts transformées, d'agriculture intensive. C'est assez facilement quantifiable. Il faut écouter Jean-Marc Jancovici. Je simplifie à peine, mais voilà. Une quantité de richesse, c'est une quantité de destruction. Et donc, si vous ne vous connectez pas à ça, vous n'allez vous connecter qu'à une illusion de nature, vous n'allez vous connecter qu'à un récit. Et vous n'avez finalement rien changé avec votre rapport au monde. Vous allez avoir été rassuré sur vos émotions, vous allez ressortir du stage d'éco-psychologie en pleine forme, mais vous allez rester, pour le coup, dans un contexte de contrainte écologique et de perspective d'effondrement, encore hors sol. Encore dans l'illusion de la réalité de votre connexion avec la nature. Autre questionnement. Le récit est-il possible de ne pas générer un récit qui soit potentiellement source de réactance? Surtout en période de contrainte globale. La réactance, c'est un mécanisme de défense psychologique mis en œuvre par un individu qui tente de maintenir sa liberté d'action lorsqu'il la croit ôtée ou menacée. La réactance est d'autant plus importante lorsque l'individu se sent poussé à croire ou faire quelque chose. Tous les mots sont importants. Je ne peux pas aller chercher loin la définition, c'est Wikipédia. La réactance psychologique est un résultat possible dans les appels à la peur. Vous me voyez venir ? Est-ce que vous ne voyez pas le discours écologique, d'où qu'il provienne aujourd'hui, y compris le discours sur l'effondrement, être parfaitement générateur partout, de contre-feu, d'agression, de violence verbale, de caricature, d'attaque ad personam pour cette pauvre Greta Thunberg qui n'a rien demandé, qui fait du mieux qu'elle peut et qui est parfaitement volontaire,
admirable, et qui est mais déconsidéré de façon la plus abjecte et obscène qui soit. On va rentrer dans le dur des questionnements sur les récits, là. Pourquoi le récit que porte Greta Thunberg, les effondristes, les écolos historiquement, et du coup, je vais en parler, Extinction Rebellion, pourquoi ces récits-là sont-ils, à mon sens peut-être, source d'une réactance qui finalement fait que rien ne bouge, ou qu'au contraire, plus inquiétant encore, non seulement rien ne bouge, mais qu'en plus, les discours se polarisent. Et se polarisent au point que nous risquons de nous retrouver avec des gens extrêmement bienveillants, volontaires, pacifistes, qui mènent ce qu'ils pensent être évidemment une cause juste. Ils vont finir probablement par être attaqués, agressés par les forces de défense de l'État, par la police, peut-être par l'armée, on ne sait pas. En tout cas, ce que je veux faire là, c'est anticiper le risque d'une polarisation autour du sujet écologique. Ce que je vous dis là, ça ne date pas de ce qui se passe avec Extinction Rebellion, ça date du débat depuis plusieurs mois, voire années, autour du risque d'écofascisme, qui est aussi ce qu'on répond à chaque fois qu'on parle d'effondrement, de risque écologique, etc. Parce qu'évidemment, Aurélien Barraud dit il faut des lois. Aurélien Barraud ne milite pas pour un écofascisme, mais il dit il faut des lois. Et on va lui répondre, oui, mais ma réactance à moi, c'est que tu es en train de m'imposer ta propre peur, c'est la définition de la réactance. Monsieur Barraud, vous êtes en train de m'imposer votre propre peur. Vous avez pour objectif de contraindre ma liberté. C'est la définition de la réactance. Donc je vais vous attaquer en réponse. Et on est très embarrassé. Et il y a une raison, à mon sens. C'est parce que les récits eux-mêmes sont porteurs d'une angoisse qui ne peut pas être conjurée par les récits autour de l'écologie. Je vais préciser ça. Alors, je n'ai absolument rien contre Extinction Rebellion. Je vous ai dit, j'utilise les exemples qui sont dans l'actualité. Mais je reprends là le programme d'Extinction Rebellion. Face à l'incapacité, et je les salue, ils étaient là hier, je n'ai pas pu venir, mais je serais ravi de discuter avec eux de ce que je vais dire là. Face à l'incapacité du gouvernement à résoudre la crise écologique et sociale en cours, Extinction Rebellion France appelle les citoyens et citoyennes français à venir nous rejoindre. Ce présupposé, on a dit que nous vivions dans une culture extrêmement hors sol, de la liberté fondée sur la consommation de ressources et de la toute-puissance. Nous sommes la société qui, les Occidentaux, on les accuse tout le temps d'avoir plein d'idées et d'être dans le fantasme de la toute-puissance, c'est-à-dire j'ai une idée, je la mets en application, puis je suis tellement puissant avec mon énergie, mon industrie, que ça marche, je transforme le monde et tout est parfait. Donc chez nous, les idées, elles viennent de là, et puis on a la puissance physique, industrielle, commerciale, etc. Donc on transforme le monde et on obtient nos résultats. Est-ce que vous ne voyez pas dans cette simple sentence-là la reproduction de ce schéma-là, c'est-à-dire on décide que nous, on peut résoudre la crise écologique et qu'il y a des incapables, et c'est l'État. Est-ce que vous ne retrouvez pas le schéma typique du récit qui a 30 000 ans, c'est-à-dire on a un problème, c'est pas de notre faute, mais nous on peut le régler quoi. Ça me pose déjà ça, en termes de génération de réactance, si je ne suis pas écologique et si je n'ai pas la même inquiétude que vous, je me sens attaqué en quelque sorte. Ou en tout cas accusé de quelque chose, alors je ne veux pas dire attaqué. Quand vous dites à quelqu'un qu'il est un incapable et que vous-même vous n'êtes pas capable de faire mieux, là-dessus, la personne peut vous attaquer. C'est ce que je voulais préciser. Et c'est là où Extinction Rebellion pêche. Extinction Rebellion, Greta Thunberg, le GIEC, nous tous, nous n'arrivons pas à résoudre le problème non plus. Nous sommes d'accord. Sauf si quelqu'un a la solution, qui prenne la parole, quoi. Programme de Extinction Rebellion. Dire la vérité sur l'ampleur du désastre, premier point, j'ai rien à redire, c'est parfait. Désastre climatique, écologique et humain dans lequel nous sommes engagés selon le consensus scientifique mondial, rien à redire. La réduction immédiate, donc deuxième point, il souhaite la réduction immédiate des gaz à effet de serre pour atteindre la neutralité carbone d'ici 2025 grâce à une réduction de la consommation et une descente énergétique planifiée. Personne ne sait faire. Personne ne sait faire. Et en fait, alors, si on ramène ça au point précédent, c'est-à-dire écouter la littérature scientifique et accepter la réalité, ces deux points-là s'opposent strictement. C'est-à-dire que quand on traduit, quand on interprète la littérature scientifique, en particulier les prescriptions du GIEC, la descente énergétique, ça veut dire
d'ici 2030, divisé par 2 le PIB de l'humanité et 0 PIB en 2050. Si on veut obtenir les attentes, si on veut obtenir les souhaits d'Extinction Rebellion et les souhaits que nous avons tous. Ça s'appelle une injonction paradoxale. C'est dire au départ, nous on est capable de faire la chose, on va y arriver et en plus ça va bien se passer, sauf que pour y arriver, il faut réduire par 2 le PIB en 10 ans et ensuite 0. Et ne pas dire la suite, c'est extrêmement violent. Parce que la suite, c'est vous allez tous être morts en 2050. C'est pas un raccourci, hein. C'est ce qui est écrit dans le rapport du GIEC quand on le met en parallèle des rapports sur l'agriculture et les rapports sur l'énergie et les rapports économiques qui disent qu'il y a un lien entre l'énergie, le CO2 et le PIB. D'accord ? Et pas un petit lien, c'est quasiment couplé. Les petites variations entre l'énergie consommée et le PIB, c'est peanuts et ça se réajuste sur le long terme. Il y a une élasticité mais très faible. D'accord ? Donc Jean Covici dit lui-même, par exemple, si on veut obtenir les résultats des prescriptions du GIEC pour rester sous 2 degrés, c'est pas 1 ou 2% de croissance au niveau mondial sur toutes les décennies qui viennent, c'est moins 5% chaque année. Voilà. Extinction Rebellion, pour ne pas générer un discours, donc pour ne pas avoir un récit qui génère une réactance qui finit par polariser la société, devrait pouvoir dire ça. Et aller dans la rue en disant, nous voulons que la société baisse son PIB de 5% par an, et en plus, nous allons, puisque Extinction Rebellion a énoncé qu'il était capable de gérer le truc, absolument gérer le problème social qui ira avec. D'accord ? Troisième point, l'arrêt immédiat de la destruction des écosystèmes océaniques et terrestres à l'origine d'une extinction massive du monde vivant. Très bien, moi je veux la même chose. Simplement, on revient au premier point. Il faut écouter la littérature scientifique. La littérature scientifique n'a absolument jamais dit que l'humanité était capable de protéger son milieu. Et en plus, on ne l'a pas observé. Et en plus, c'est un présupposé qui n'est même pas valide pour un être vivant, quel qu'il soit. Les premières cyanobactéries sur la planète Terre n'ont pu se développer et se déployer que parce qu'elles ont détérioré ou impacté leur milieu. Si on n'interagit pas avec son milieu pour en prendre les ressources, ensuite, ça se régule et il se passe des cycles. Très bien, ça c'est la vie. Mais si on n'interagit pas, si on ne commence pas par impacter son milieu, on ne vit pas. Et il se trouve que nous, comme tous les êtres vivants, nous interagissons, nous impactons, nous extrayons des ressources, et il se trouve que nous, ce n'est pas régulé. C'est ça la différence. Mais fonctionnellement, on impacte de toute façon initialement le milieu. Donc là, on a un raisonnement à rebours, c'est-à-dire une demande d'arrêter immédiatement la destruction des écosystèmes océaniques et terrestres, mais l'implicite, c'est qu'il n'y a plus d'humains. Il faut comprendre pourquoi la société a des réactions violentes contre des récits qui ne paraissent pas violents. Parce que nos corps, ils enregistrent à des niveaux émotionnels profonds ce que les récits racontent. Et si les récits positifs ont été sélectionnés dans l'histoire parce qu'ils permettaient de soutenir la croissance et d'exercer une plus grande emprise, c'est parce qu'ils étaient agréables à nos émotions. Mais les récits qui comprennent les implicites négatifs sans les dire sont pour nos émotions extrêmement flippants. Parce que là, ces 3 points-là nous disent il faut sauver la planète, donc mourrez, quoi. Le 4e point, j'y souscris absolument, mais vous voyez qu'il est totalement dépendant des 3 points précédents. Il faut donc la création d'assemblées citoyennes véritablement décisionnaires, chargées de décider des mesures à mettre en place pour atteindre ces objectifs et garantes d'une transition juste et équitable. Comment est-il possible de dire à la fois, si on suit la science, que nous restons sous les 2 degrés, il n'y a plus d'agriculture en 2050, et faire tout ça de façon juste et équitable, de façon démocratique, c'est-à-dire volontaire. C'est une somme d'implicites qui fait une boucle absolument toxique pour le message politique. Ce n'est absolument pas politisable, on ne peut rien en faire de ça. Et pourtant, je voudrais en faire quelque chose. Il faut qu'on en fasse quelque chose. Donc ce qui va se passer, si vraiment les processus démocratiques se mettent en œuvre, par exemple la Convention citoyenne portée notamment par Cyril Dion, c'est parfait, il faut faire ça. Mais la réponse qu'on va avoir, ça sera peut-être une décision totalement démocratique de continuer à dévaster l'environnement, et peut-être plus vite encore. Je prends le pari, de surcroît, que
c'est déjà ce qu'on observe, y compris dans des pays démocratiques, qui ont tendance plutôt à soutenir des populismes qui n'en ont absolument rien à faire, qui n'ont pas d'état d'âme sur les dénis environnementaux et sur la destruction. Bien. Donc, voilà, j'ai dit ce que je voulais préciser par rapport à Extinction Rebellion, mais oubliez que je parlais d'Extinction Rebellion. En fait, ces implicites-là, on les retrouve dans tous les discours écolos depuis que l'écologie a été développée dans la deuxième moitié du XXe siècle. Donc, je ne cible pas spécifiquement Extinction Rebellion. Je prends juste une minute pour rendre hommage à Laurent Mermet, qui est décédé, qui travaillait sur des concepts qui sont fondamentaux, qui sont le refoulement et la fantasmagorie du distributif, et qui sont tout le temps là, en fait, dans les récits écologiques, et qui sont parfaitement liés à ce que j'énonçais au départ, c'est que quand on a un problème, on préfère le dénier. Et le problème principal qu'on dénie dans l'écologie, c'est ce que dénie Extinction Rebellion dans son programme, c'est le distributif. C'est-à-dire que si on ne peut pas dire aux gens, on va faire un truc juste, et en même temps, on va vous empêcher de manger. Parce qu'il faut distribuer la nourriture à un moment donné, il faut la produire et la distribuer. C'est impossible de dire ces deux messages-là en même temps. Donc Laurent Mermet explique très bien dans ses vidéos que je vous recommande comment le déni et la fantasmagorie du distributif sont fondateurs des discours écologiques et en même temps de leur échec. Donc déni initial, puis fantasmagorie, ça revient au récit dont on parlait précédemment. En résumé, ça s'appelle la pensée magique. Et toutes nos propositions écologiques sont fondées sur des pensées magiques que je trouve être parfaitement toxiques. Très bien. Donc on pourrait rapidement dire que, à mon sens, si on écoute les travaux, si on lit les travaux d'Elisabeth Kubler-Ross sur les phases, non pas du deuil, mais les phases de l'acceptation de la souffrance, il s'agit des 5 stages of grief. Ça n'est pas deuil, ça ne veut pas dire deuil, ça veut dire acceptation de la souffrance, de la peine, de la difficulté, de tout ce qu'on veut, mais pas le deuil. D'accord ? Donc quand on vous dit faites le deuil de la civilisation thermo-industrielle, on vous envoie une injonction paradoxale, vous ne pouvez pas faire le deuil de quelque chose qui n'a pas disparu. Et on vous demande de gérer émotionnellement la relation avec quelque chose qui va tous les matins être autour de vous, alors que vous devez, selon l'injonction, avoir considéré que ça n'existe plus. Bonsoir. Donc ça, oublions les 5 stages of grief. Ça ne veut pas parler de deuil, c'est une interprétation secondaire. Elisabeth Kubler-Ross a parlé de deuil dans ses travaux, mais pas pour parler exactement de la même chose que ce dont elle parlait dans ces 5 stades initiaux. Et donc brièvement, c'était juste pour dire que probablement Extinction Rebellion et l'écologie en général est beaucoup plus un processus à la fois de colère qu'on peut voir dans la rue et de négociation et de marchandage, qui sont 2 phases des 5 stades de l'acceptation de la souffrance ou de la peine dans les étapes qu'Elisabeth Kubler-Ross a élaborées. Très bien. J'avais un petit paragraphe sur la fabrique des réactions populistes, mais en fait, vous avez très bien compris ce que je voulais dire. Je ne vais pas aller beaucoup plus loin. Je vais éventuellement proposer des pistes, malgré tout, pour avancer, parce qu'il ne faut pas que ce récit que je vous raconte, qui est aussi un récit pour le coup, soit quelque chose qui soit totalement démobilisant, sidérant, et qui vous dise l'écologie, il n'y a plus rien à faire, on n'a qu'à se laisser porter, faire la fête tant qu'on veut, boire des coups, etc. Ça ne suffira pas. Il va falloir limiter le chaos, et il va falloir limiter la souffrance. Et ça, alors, il y a des tas de variables sur lesquelles on n'a pas la main, CO2, PIB, emprise, etc. Déterminisme thermodynamique, compétition, sélection naturelle, tout ça, on n'y peut rien. En revanche, et je reviens à un petit conflit que j'ai énoncé tout à l'heure entre James Scott et Gaël Giraud. Il y en a un qui pense que ça peut se passer bien dans la bienveillance et on atterrit sur des sociétés anarchiques, autogérées, tout ça. Et l'autre qui pense que un effondrement, c'est absolument la guerre systématiquement. En fait, les deux ont tort et les deux ont raison. C'est extrêmement circonstanciel, ça dépend énormément de la construction préalable de l'anticipation globale, politique, sociétale, économique de l'effondrement ou du risque d'effondrement. Donc on va essayer quand même de trouver une voie qui soit la plus vertueuse possible et la meilleure, la mieux organisée possible. Alors, est-ce qu'on peut... En fait... J'avais un paragraphe aussi sur Philippe Descola et ses 4 ontologies, mais c'est trop complexe là, on n'aura pas le temps. Est-ce qu'on peut malgré tout... Alors une ontologie, c'est un mode de rapport au réel.
c'est comment on définit son identité par rapport au milieu. Alors, les 4 ontologies de Philippe Descola sont l'animisme, qui est bien connu. Alors, allez, anecdote, j'étais de retour d'une conférence en voiture avec celui qui m'invitait, et c'était en Savoie, et paysage montagneux. Et il me décrit le paysage, il trouve ce paysage très beau, puis au milieu du paysage, il y a effectivement un massif qui est au milieu, là, on ne sait pas trop ce qu'il fait là, et il m'explique qu'il est contrarié par ce massif, il ne le trouve pas équilibré dans le paysage, et il me dit, j'ai du ressentiment. J'ai du ressentiment pour ce massif. Mais je lui dis, mais tu viens de me faire un truc totalement animiste, là. Il n'y a pas d'âme dans le massif, dans la petite montagne. Bon, j'en sais rien. Mais a priori, il n'y a pas d'âme. Sauf que lui, il n'avait pas du tout l'impression d'avoir convoqué quelque chose qui a peut-être 70 000 ans de construction dans le rapport au milieu, construction culturelle, et il avait du ressentiment, c'est-à-dire qu'il attribuait une volonté ou un état d'âme à quelque chose qui est normalement inerte. Et ça, c'est l'animisme. Et bon, bah voilà, des quantités de sociétés de chasseurs-cueilleurs se sont organisées autour de ce type de mode, ce type de relation avec leur milieu, et nous sommes encore perclus d'animisme, nous parlons à nos smartphones, nous considérons que les voitures sont gentilles ou méchantes, enfin bref, on est quand même pas mal animistes. Autre ontologie de Descola, le totémisme, alors c'est simple, on désigne un référent auquel on voue un culte et on se réfère à lui chaque fois qu'il y a une décision à prendre, et puis il est l'intermédiaire entre les forces surnaturelles et la communauté, donc c'est une relation totémique. Le type analogique, c'est une forme de... Alors, en simplifié, c'est une forme d'extraction de quantité de propriété du réel qu'on agence un petit peu comme ça nous arrange. Le polythéisme pourrait faire partie de ces modes d'organisation analogiques. Pour être honnête, c'est celui que je comprends le moins dans le travail de Descola. Je n'ai pas le niveau, je crois. Et celui que je comprends très bien, par contre, cette ontologie que je comprends très bien, c'est l'ontologie naturaliste. C'est la nôtre, c'est celle qui considère qu'il y a une communauté humaine qui vit là, et une nature, comme on en parlait, sacrée, extérieure, immuable, bienveillante, enfin, quelques définitions qu'on lui donne, en tout cas, qui est extérieure à nous. Est-ce qu'on peut changer d'ontologie ? Est-ce qu'on a comme matériel pour l'avenir que ces 4-là, et on est coincé, et on pourra de toute façon aborder l'avenir que de façon naturaliste ? Alors je pense qu'on ne peut pas décider. On n'est pas capable de dire ce récit-là va gagner ou cette ontologie-là va gagner. Par contre, on peut commencer à émettre des propositions. Et moi, je serais assez favorable à discuter d'une ontologie réaliste, que j'appellerais une 5e ontologie. C'est-à-dire une ontologie qui se départirait au maximum des différents récits qu'on se fait, qui, l'histoire le montrerait, si mes hypothèses sont bonnes, les récits auraient plutôt accompagné les phases de croissance, les phases d'augmentation, de destruction, les phases de coopération à grande échelle, les phases de subordination pour les relations étatiques dans les sociétés pyramidales, etc. On a justifié l'esclavage. Enfin, on avait des récits qui disaient que l'esclavage était légal, donc on est capable de tout. Est-ce qu'il vaut mieux continuer à se raconter des histoires demain, ou est-ce qu'il vaut mieux ne pas réduire notre capacité ou travailler, réfléchir à combien nos récits nous deviennent toxiques pour les remplacer par d'autres choses. Par exemple, dans les récits, on a vu que très souvent ou tout le temps, ils nous permettent une défausse de responsabilité. Et je pourrais proposer à discuter un principe de responsabilité autonome, c'est-à-dire qu'une action qu'on fait, c'est pas le lièvre, c'est pas le totem qui nous a dit de le faire, c'est pas un tiers quelconque, c'est pas un dieu, c'est nous. Les actions que nous faisons, c'est nous qui les faisons, et la quantité de destruction qui est en rapport avec cette action-là, elle est à nous. Enfin, la causalité est à nous. C'est ce que j'appelle le principe de responsabilité autonome. Si la performance adaptative de l'humanité et sa capacité à détruire son propre environnement découlent de son aptitude à se décharger de ses propres fautes, c'est mon hypothèse, l'admission que toute action faite par tout humain, qui impacte toujours négativement l'équilibre écologique vital, tient inévitablement de sa responsabilité et non de celle d'un tiers. Donc dire qu'on est responsable de façon autonome, c'est notre responsabilité, ce principe-là pourrait favoriser l'élaboration d'un nouveau cadre éthique pour la transition. C'est mon hypothèse. C'est beaucoup... Essayons d'imaginer
les militants et les activistes, quels qu'ils soient, qui réinscriraient leur activisme et leur militantisme dans l'acceptation qu'en fait, ils sont inscrits dans la causalité de la destruction eux-mêmes, eux aussi. C'est-à-dire, pour faire simple, certes, le capitalisme est un système d'oppression, de domination, de coercition, de destruction, tout ce qu'on veut. Le problème, c'est qu'il y a une corrélation entre la croissance du capitalisme depuis 500 ans et la croissance démographique et la croissance du niveau de vie. Et qu'il est très très difficile aujourd'hui d'être un humain occidental et dire le capitalisme est coupable de tout et je suis absous du capitalisme. En fait, ça ne tient pas causalement. Je vais le dire autrement, la totalité de ceux qui critiquent alors, la technique, le capitalisme et la civilisation n'existerait pas sans le capitalisme, la technique et la civilisation. Je rappelle, il y a 10 000 ans, avant l'agriculture, avant l'explosion de l'agriculture, nous étions 6 millions. On est 8 milliards aujourd'hui. Et ce qui s'est passé entre les deux, c'est l'augmentation, l'explosion des capacités techniques, accompagnée plus récemment du capitalisme. Et entre les deux, il y a eu les civilisations. C'est compliqué. Comment dire aujourd'hui, moi j'aimerais bien abattre le capitalisme, mais en même temps c'est moi. Je fais comment? Donc peut-être penser à un principe de responsabilité autonome pour une ontologie réaliste. Voilà. Je vais vous parler, cette partie-là, je ne vais pas la sauter parce que c'est la plus délicate. Et je vais vous demander, je vais vous donner ma confiance. Et c'est une question que je compte sur vous pour qu'on la traite ensemble. Je compte sur vous pour la traiter ensemble à l'avenir. La réponse historique à la régulation ou au déclin, quand il y a des baisses d'approvisionnement en énergie dans les écosystèmes, que l'agriculture n'a plus d'aussi bon rendement, les deux grands modes de régulation traditionnels, c'est soit le sacrifice volontaire. Alors toutes les civilisations et tous les chasseurs-cueilleurs pratiquent le sacrifice régulièrement, volontairement, intentionnellement, en étant inscrits dans des récits qui justifient ces sacrifices-là. Mais on voit bien que ça participe à la régulation pour la consommation de ressources. Et puis il y a la guerre, évidemment, qui participe à la régulation. Les systèmes passifs de régulation sont la famine et les maladies, mais en tout cas, on est proactif de la guerre ou du sacrifice. Les autres paramètres, on a moins la main directement. Et la question que je pose depuis, alors vous ne le savez peut-être pas, mais j'ai créé un groupe qui s'appelle Transition 2030 sur Facebook en 2013 et une association qui s'appelle Adrastia, et j'ai posé dans ce groupe-là et dans cette association-là une question. Initialement, je tenais à ce qu'elle soit posée dans ces groupes-là, dans ces groupes de discussion et de travail, et elle n'a pas été traitée. C'est la question de qui. Il va y avoir des personnes, alors il va y avoir des choses, c'est-à-dire des êtres vivants, et il va y avoir des personnes qui vont plus ou moins bien vivre les perspectives de demain. Nous sommes la culture, la société qui a la responsabilité historique de l'avenir. Et cette société-là, pour ce que j'en vois dans les débats politiques, ne se pose pas la question très clairement de qui elle va cibler ou qui elle va considérer dans la gestion du déclin, c'est-à-dire qui va devoir souffrir, qui va devoir objectivement être plus ou moins en premier, plus ou moins bien, plus ou moins dans la souffrance, celui qui va subir non pas les 2% de croissance parce que ça va s'arrêter, mais les 5% de déclin annuel. Pourquoi je veux reposer cette question aujourd'hui? Parce qu'en faisant semblant de ne pas se la poser, comme si elle n'existait pas, dans un déni, elle ne résout pas, ce déni ne résout pas l'angoisse véritable des gens qui, eux, vivent l'émotion négative et sont en colère. Et cette colère s'exprime par des appels du pied de ceux qui savent déjà traiter la question du qui, et ce sont les monstres. C'est l'extrême droite, ce sont les populistes, mais on les voit déjà se mettre en place et tisser des alliances à une échelle dont on n'a pas idée de l'ampleur. D'accord ? Donc glisser sous le tapis cette question-là, faire semblant de ne pas la voir, c'est bien pire que de s'y confronter. Enfin, je pense qu'il faut vraiment la regarder en face et mettre en place des stratégies, des réflexions collectives pour savoir si on doit tel territoire naturel le détruire ou pas pour maintenir un tel niveau de confort social pour telle ou telle population, et puis faire des arbitrages.
des arbitrages terribles, mais des arbitrages qu'il faut faire dans les meilleures conditions, parce que si on ne maintient pas les meilleures conditions pour les faire, ces arbitrages se feront in fine de toute façon. Vous avez compris? Un horizon à viser. J'ai encore mes slides? Ouais. J'ai parlé de transhumanisme, puis on va conclure là-dessus. J'ai parlé de transhumanisme en début de soirée. Donc de vie éternelle, de fantasme d'un avenir ouvert, complètement sans problème, à l'infini, etc. Et aujourd'hui, ça se traduit par le transhumanisme. Le fantasme que la technologie va pouvoir pallier tous nos problèmes et devenir une extension, voire une substitution de nos êtres. Nous pourrions télécharger nos âmes dans des puces électroniques et continuer à vivre éternellement. Évidemment, je n'y crois pas une seconde. Là on parle du côté le plus fantasmatique, mais il y a aussi une version du transhumanisme plus soft qui réfléchit tout simplement, ou plus simplement en tout cas, au complément de nos faiblesses biologiques par divers outils techniques, des extensions, etc. En tout cas, Ray Kurzweil est celui qui a beaucoup théorisé ce transhumanisme et cet avenir ouvert, et il se trouve qu'il a fait un calcul un peu grossier sur la puissance des possibles informatiques fondées sur l'intelligence artificielle, les algorithmes, et il a fait un calcul sur l'augmentation, le doublement de la puissance en fait, des puces qui est à peu près tous les 18 mois historiquement, avec une petite chute la plus récente, mais en tout cas historiquement il y a eu effectivement un doublement de la puissance tous les 18 mois. Et à gauche, vous avez donc la courbe qui est censée donner, selon lui, selon Ray Kurzweil, ce futurologue, auteur, il estime que on pourrait avoir une forme de transhumanisme, voilà, en haut à droite, autour de l'année 2030, quelque chose comme ça, quoi. Le cerveau pourrait être téléchargé dans des supports physiques, et puis on vivrait comme ça avec des extensions physiques issus de l'informatique. Et à droite, vous avez un autre schéma qui m'intéresse aussi. Et il se trouve qu'il y a une date en commun, c'est celle de la crainte énoncée par le rapport Meadows en 1972, qu'à partir d'un certain moment, c'est ton âme qui nous interpelle, c'est ça? Ouais. Donc voilà, vraiment la synchronicité était intéressante entre ce téléphone qui sonne et la singularité technologique. Meadows et son rapport sont moins d'accord sur la possibilité d'une prolongation de la vie sous forme matérialisée physique, et craignent plutôt le risque d'un effondrement autour de la décennie 2030 parce que nos sociétés, le coût de fonctionnement économique est trop élevé et que voilà, on n'a plus assez de ressources. Bref, vous connaissez bien ce travail-là. Et moi, ce qui m'a intéressé, c'est la concomitance des dates, qui historiquement, c'est pas un calcul, les deux, voilà, c'est à peu près, on va dire, plus ou moins 5 ou plus ou moins 10 ans, c'est en tout cas autour de 2040, bientôt, quoi. Alors, on peut marier ces deux visions de l'avenir et en faire ce que j'appelle une singularité écologique. C'est-à-dire qu'à un moment donné, je vous ai dit, il y a plein de déterminants sur lesquels on n'a pas la main. La thermodynamique, la sélection naturelle essentiellement. Pour autant, l'organisation politique de nos sociétés, on a un peu de delta entre le pire et le moins pire, et puis peut-être des moments où ça se passera même très très bien. Ça va être difficile, évidemment, ne nous leurrons sur rien, mais nous avons un delta. Et il va falloir autant écouter les discours de Gaël Giraud que les discours des anarchistes, pour comprendre comment on peut trouver une voie d'adaptation. Et cette singularité écologique, voilà comment je la définis, c'est la période à partir de laquelle l'ensemble de l'humanité accepterait d'admettre que son développement est terminé et que ses conditions d'existence ne pourraient que se dégrader à terme. Cette singularité écologique permettrait l'adoption d'un mode d'adaptation cohérent et optimal dans ce contexte-là. C'est une ontologie réaliste. Ça veut dire qu'à un moment donné, ce qui nous permettrait de dépasser notre condition d'aujourd'hui, ça serait de nous confronter directement à la réalité, sans intermédiaire, sans médiation, sans être surnaturel ou sans convocation de fantasmagorie. Alors,
évidemment que nous pourrions avoir des croyances, la question n'est pas là, mais dans notre adaptation, nous cesserions de convoquer ces croyances pour prendre des décisions concrètes. Cessons de convoquer, allez, je vais le dire, la fumisterie des croyances économistes depuis 2 siècles pour organiser la société et la consommation, qui est fondée sur la non-considération du prix des ressources qui sont censées être infinies parce qu'elles sont gratuites. Voilà. Donc on peut cesser de convoquer des irrationalités. Et dans ce cas-là, on s'inscrirait dans une forme de ce que j'appelle une singularité écologique qui ouvre beaucoup de potentiel de réflexion philosophique, politique, morale, éthique et concrète. À partir du moment... En fait, ça rejoint exactement, ou de façon très proche, ce qu'ont fait nos ancêtres pendant 99% de l'histoire de l'humanité, c'est-à-dire convoquer... Alors là, ce qui est intéressant, c'est eux, ce qu'ils ont fait pendant 99% de l'histoire de l'humanité, c'est-à-dire de façon très efficiente, ils ont réussi à résister à des changements climatiques, à des prédations, à des maladies. Ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont toujours interpellé le réel, ils ont questionné le réel, et ils ont demandé ce qu'il était possible de faire dans ce réel-là, et ils ont adapté le fonctionnement de leur communauté, avec des périodes de croissance quand c'était possible, et puis des périodes de décroissance quand il fallait décroître, et avec des sacrifices éventuellement, des sélections d'enfants en bas âge, enfin, des choses qui étaient la norme, hein, mais qui permettaient à la communauté de se maintenir en toute intelligence et dans les meilleures conditions morales possibles. Morale, toute relativité historique considérée. La morale d'aujourd'hui n'est absolument pas celle des chasseurs-cueilleurs, et il n'y a pas de hiérarchie. C'est ce que je voulais dire. En fonctionnant dans ce sens causal-là, c'est-à-dire... Alors, un article cette semaine qui a été très intéressant, un chroniqueur sur France Inter, je crois, qui disait que vraiment c'était inconcevable que Jean-Marc Jancovici considère que le politique était un féodé à l'énergie. Alors qu'évidemment, lui, il est convaincu que le politique, ça fait le social, et qu'il suffit de prendre de bonnes décisions et que les gens souffrent moins. Mais c'est pas si simple. Et Jean-Marc Jancovici, il a raison de convoquer l'énergie en premier, et les ressources et les limites, pour dire, ben voilà ce qu'on peut faire dans le social. Ce sens causal-là, c'est nouveau pour nous. C'est une révolution ontologique. Nous, le sens qu'on a utilisé depuis 2 siècles, c'est on a une idée dans la tête, on a l'énergie pour la mettre en place, on transforme le monde, on est tout puissant. Donc c'est ça la singularité écologique. Voilà, je vais bientôt conclure. Oui, voilà, c'est comme ça que je souhaitais vous ouvrir en tout cas cette conférence, que je sais être un petit peu... toujours mon propos est... On l'imagine fermé. En fait, c'est pas moi qui suis fermé ou mon propos qui est fermé, c'est la réalité. Et ce que je crains, évidemment, c'est qu'on continue à ouvrir des fenêtres qui n'existent pas dans le réel. C'était ce que je vous disais, en déconstruisant les fantasmagories d'Extinction Rebellion, de l'écologie du développement durable historique, etc. L'ouverture de fantasmes adaptatifs aujourd'hui, c'est vraiment un danger en fait. C'est un danger de réactance qui met en place, qui met au pouvoir des gens que je ne veux pas voir au pouvoir. Donc voilà, je conclue là-dessus. Ah si. Une bonne nouvelle. Parce que ces valeurs-là ont été évoquées tout à l'heure en introduction. J'avais proposé justement, dans cette singularité écologique, pourquoi pas ne plus convoquer les récits pour nous adapter, mais il y a des choses qui restent constantes. Pensez à la règle d'or dont je parlais tout à l'heure. Ne fais pas à autrui ce que tu ne veux pas qu'on fasse à toi-même. Ça, c'est un universel qui a réussi à être le même dans des tas de récits différents. D'accord ? Donc c'est une règle d'or, c'est pour ça qu'elle est appelée comme ça. On pouvait se raconter des dieux très différents, même pas des religions, plus juste des philosophies morales, mais on avait cette même règle d'or. Et il y a peut-être des valeurs qui sont suffisamment universelles pour traverser tous les récits et qui pourraient nous permettre de nous organiser à grande échelle, surtout de nous organiser dans un contexte contraint. Ces 3 valeurs que j'avais énoncées en 2014 en créant Adrastia, qui sont l'honnêteté, c'est-à-dire ne pas raconter n'importe quoi à son prochain, et surtout ne pas lui dire que demain il y a un idéal naturel, technique, technologique, politique, parce qu'en fait l'idéal, ça n'existera plus. On va rentrer dans un monde contraint, il n'y a plus d'idéal. La deuxième valeur que je défends, c'est la responsabilité. Assumer ses choix, principe de responsabilité autonome. Voilà. C'est pas le capitalisme, hein. Ou alors si c'est le capitalisme, je suis consentant ou voire complice. Dans l'ensemble, réduire le conflit, c'est ça la responsabilité.
C'est ne pas rejeter sur l'autre ce pourquoi on est quand même dans une responsabilité partagée. Et puis la dernière valeur qui est plus abstraite, mais à laquelle je tiens, et qui pourrait être un guide d'autant plus fort qu'il est justement abstrait et univoque et potentiellement universalisable, c'est la dignité. Tenter d'être à la hauteur de 4 milliards d'années d'évolution, 4 milliards d'années de vivants et de morts naturels, enfin je veux dire sauvages. Voilà. Nous sommes aussi les héritiers de 4 milliards d'années d'évolution de la vie, d'une façon générale. Et nous sommes aussi les héritiers de toute l'histoire de l'humanité. Je pense qu'on peut tenter de garder la tête haute et la dignité en étant héritier de ces deux histoires-là qui sont complémentaires et d'une richesse finalement absolue. Quoi qu'il en soit, je suis convaincu que regarder la réalité en face, c'est réduire le chaos et la souffrance. Et je vous remercie.